Cette semaine à InfoCam, nous parlons d'un tout nouveau service de ressources stratégiques pour les petites entreprises du Kamouraska. Également, nous parlons d'intimidation et de réseaux sociaux avec Nancy Bérubé, présidente du syndicat de l'enseignement du Grand Portage. Nous parlons aussi du réseau Biblio, qui a une toute nouvelle collection de livres itinérantes au Bas-Saint-Laurent. Et finalement, on parle avec des jeunes du Collège Sainte-Anne-de-la-Pocatière qui nous parlent de leur expérience au Parlement des jeunes. Le CLD, le service d'aide à l'emploi du Kamouraska, ainsi que d'autres partenaires ont inauguré la semaine dernière le nouveau service de ressources stratégiques CERES. Monsieur Sylvain Thibouteau, directeur général du CLD, nous en parle. Ça s'est discuté ça en planification stratégique lorsqu'on a fait l'exercice de planification stratégique. Voilà un bel exemple concret de ce qu'une planification stratégique aussi peut donner. On aboutit on a signalé un besoin au moment de la rédaction du plan stratégique, ce besoin-là de venir en appui aux gestionnaires des petites entreprises. Et l'aboutissement et la conclusion qu'on a aujourd'hui, le service CERES qui se met en place pour offrir des services de ressources stratégiques. Ce qu'on vise, c'est de constituer des banques d'individus qui ont des spécialités, soit dans les 5 fonctions de l'entreprise, c'est soit ressources humaines, gestion générale, comptabilité, finances, gestion de la production. Ces personnes-là ont des compétences. On vise bien souvent des personnes qui arrivent à la retraite ou qui ont encore du temps à donner à la société puis veulent être occupés un peu sans être à temps plein nécessairement à la retraite. Continuer d'avoir un revenu qui rentre régulièrement, mais sur une base plus occasionnelle que régulière. Et ces personnes-là vont décider du nombre de jours qu'ils veulent travailler. Donc, ces personnes-là fixent leur horaire de travail en fonction aussi de leur goût et de leurs obligations. Évidemment, il y a différents partenaires pour concrétiser un projet tel que celui-là. Parlez-nous de ces partenaires. Oui, bien, ça fait au-delà d'1 an, je crois que les partenaires se sont rassemblés pour initier ce projet-là. Donc, à la base, le CLD était porteur du moyen issu de la planification stratégique et on a rassemblé les partenaires réguliers, SADC, Emploi Québec, le Cégep de la Pocatière, Développement économique La Pocatière, Ville Saint-Pascal et ensuite Service d'aide à l'emploi, qui, eux, services d'aide à l'emploi, vont héberger le service pendant au moins les 3 premières années de démarrage de ce service-là. Pour ce qui est des candidats, est-ce que vous allez faire des entrevues? Comment vous allez procéder? Oui, il y a un processus quand même de sélection pour évaluer. C'est pas tellement la sélection comme telle, mais comme préciser les compétences de chacun. Donc, il y aura des entrevues, des tests que le candidat devra se soumettre pour être en mesure de répondre efficacement aux besoins de l'entreprise pour dire, bon, on vous désigne une personne, c'est la plus compétente pour remplir ce mandat-là. On l'a testé, évalué, puis tout ça. Donc, c'est à ce niveau-là principalement, parce que c'est pas un emploi régulier comme tel, hein, donc c'est pas un processus d'entrevue d'emploi régulier, mais au moins pour avoir une connaissance fine des compétences de chacun des candidats. Par rapport au nouveau service CERES, comment va se faire le recrutement? Nous, on va procéder, c'est assez simple, hein? On va mettre les emplois disponibles en ligne sur notre site Internet, le saek.ca. Service en ligne aussi avec Emploi Québec. On va mettre nos postes, on va offrir nos postes sur Emploi Québec. Notre réseau de contacts aussi avec nos partenaires pour aller rejoindre nos candidats seniors ou juniors. Donc, de cette manière-là, on va aller rejoindre le plus de gens possible. Puis, on est en train de vérifier là, pour aller rejoindre les candidats seniors. C'est plus difficile, des gens à la retraite qui ne sont pas toujours à fouiller dans les journaux. Donc, on est en train de vérifier avec la FADOC, aller chercher les retraités pour que ces gens-là puissent nous donner aussi un coup de main. Là. Donc, on regarde d'autres options à ce niveau-là aussi. Actuellement, est-ce qu'il y a déjà des entreprises et des personnes intéressées à participer au projet ou au service? Oui, des entreprises. On a déjà 38 entreprises qui sont intéressées à travailler avec nous.
Puis des candidats, c'est sûr que là, on veut que gonfler, on commence à faire du recrutement. Là, c'est beaucoup par le bouche-à-oreille. Là, les nouveaux postes sont sortis, je pense, aujourd'hui, donc sur notre site Internet. Puis dans le futur, là, on aimerait gonfler notre banque de candidats le plus possible, oui. Une nouvelle collection de livres itinérantes sera disponible le 25 février prochain. Monsieur Jacques Côté, directeur général du réseau Biblio du Bas-Saint-Laurent, nous en dit davantage sur le sujet. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce que le réseau Bibliothèque du Bas-Saint-Laurent, son fonctionnement et sa mission? Bon, premièrement, nous, on dessert les municipalités de 5 000 habitants et moins qui n'ont pas les moyens, comme une grande municipalité, de se munir d'une bibliothèque. Alors, nous, on dessert la région 01, le Bas-Saint-Laurent au complet. Ça veut dire qu'on part de la Pocatière, on couvre le Kamouraska, Rivière-du-Loup, le Témiscouata, les Basques, après ça, on se rend au Métis et dans la Matapédia. On regroupe 97 municipalités pour un service de bibliothèque. Autrement dit, on fournit les livres, on fournit la formation aux gens, on fournit le logiciel de traitement documentaire et tout le système de réservation de livres, le système qu'on appelle PEB. C'est un prêt entre bibliothèques. Autrement dit, quand un livre n'est pas à un endroit, on s'organise pour le trouver dans une autre bibliothèque, n'importe où dans la province. Et puis, on l'envoie à la bibliothèque demandeur. Aussi, on a beaucoup d'expositions qui se promènent sur différents thèmes d'intérêt public. Et aussi, on fait des conférences. Des fois, on invite des conférenciers sur des sujets que la population est intéressée à avoir de l'information. Et là, vous lancez une nouvelle collection itinérante. De quoi s'agit-il exactement? C'est que traditionnellement, les nouveaux livres qui rentraient dans les bibliothèques, on appelle ça un système de rotation ou d'échange que le hasard va choisir. Autrement dit, à travers les 97 bibliothèques, environ la moitié des livres par année est échangée. Et les sujets ne sont pas nécessairement choisis. Et puis là, quand on a fait un sondage auprès du public l'année dernière, par son sondage qui a été effectué par la maison Léger Marketing, on a questionné les gens, qu'est-ce qu'ils attendent de nous? Et entre autres, on nous disait qu'il y a comme un grand besoin d'avoir de l'information sur des sujets qui les préoccupent. Et là, on a ramassé toutes ces données-là. Et en plus, on a fait une recherche un petit peu plus micro à partir de bibliothèques où c'est que les responsables questionnaient les gens. Et là, on a sorti des thèmes qui étaient demandés. Bon, par exemple, ce qu'on appelle l'Info Express. En fin de compte, c'est tous des nouveaux livres qui traitent de sujets qui nous est demandé, comment vivre en santé ou naturel. L'autre thème, c'est comment bien gérer ses finances. Un autre thème, c'est je vais avoir de l'information sur les voyages. Et on nous a demandé aussi beaucoup d'informations sur comment régler des conflits, que ce soit au travail, que ce soit à la maison. Puis ce qu'on a compris là-dedans, on parle beaucoup d'environnement. Bon, l'environnement, les arbres, l'air pur, tout ça. Mais la conscientisation qu'on voit qui se développe dans la société, c'est que les gens veulent avoir aussi un environnement sain pour le mieux vivre dans l'entourage, dans l'environnement qu'ils ont avec des personnes. Et là, on est allé chercher aussi de l'information à ce niveau-là. Alors, tout ça est regroupé dans un ensemble. On a créé cette année 11 ensembles identiques sur ces sujets-là. Ces collections-là sont composées d'une 50aine de volumes. Et là, ça va faire la tournée, partout dans le Bas-Saint-Laurent. Alors, la première distribution va se faire à compter du 25 février. Et par la suite, ça va rester pendant 6 mois de temps dans une des bibliothèques choisies. Après ça, on ramasse tout ça, on retourne ça dans une autre région. Et l'autre créneau aussi qu'on a lancé, ça s'appelle la contagion lecture. Ce n'est pas une maladie, il n'y a pas de virus là-dedans. Mais c'est tout simplement un thème que si moi je lis, toi tu peux lire. Et c'est tous des sujets qui touchent particulièrement la jeunesse, les adolescents, les romans jeunesse pour garçons, pour filles, même des bandes dessinées adultes, des contes pour petits-enfants. Alors ça, disons qu'on va chercher les besoins qui ont été exprimés aussi chez les jeunes. Pourquoi, à votre avis, est-ce important de cultiver cette passion-là pour la lecture? Vous savez, on dit tout le temps que l'information, c'est la capacité de développement. Alors, l'information, on a beaucoup, évidemment, quand on suit quand on va à l'école, à l'université, tout ça, mais après ça, la vie ne s'arrête pas là.
Il nous reste quoi après ça? Les médias, les journaux. Bon, d'accord, ça nous tient au courant de l'actualité, mais aussi, pour notre enrichissement personnel, il faut se permettre de choisir. Et quel endroit qu'on peut retrouver ça? C'est dans les bibliothèques. Et ce qui est important aussi là-dedans, c'est qu'on se dit la chose suivante. Quand une personne peut évoluer, peut s'enrichir personnellement, c'est une valeur ajoutée, si on veut, pour une société. C'est une valeur ajoutée dans une famille, les enfants, tout ça. Par rapport au territoire du Kamouraska, quelles bibliothèques du réseau Biblio du Bas-Saint-Laurent sont présentes dans ce territoire-là? Toutes les municipalités au complet du Kamouraska sont membres du réseau Biblio du Bas-Saint-Laurent. La plus récente, c'est Saint-Onésime, qui a adhéré, ça va faire 2 ans bientôt. Là. Alors, qu'on se retrouve n'importe où sur le territoire du Kamouraska, votre municipalité est munie d'une bibliothèque qui est affiliée avec le réseau Biblio. Nancy Bérubé, présidente du syndicat de l'enseignement du Grand Portage, nous fait un suivi sur la loi 56 qui est entrée en vigueur dans les écoles. Également, on en profite pour lui parler et lui demander surtout les impacts des réseaux sociaux sur la vie des jeunes et celle des professionnels de l'enseignement. La loi 56, c'est un projet de loi qui vise à lutter contre la violence et l'intimidation dans les écoles. C'est une loi que la ministre a mis en place suite à possiblement certains événements, puis qui vise à, en fait, encadrer un peu plus, resserrer un peu plus les codes de vie dans les écoles. Quoique, ce qu'on peut se dire, c'est qu'avant que cette loi-là arrive, dans les écoles, on s'est toujours préoccupé de la violence et de l'intimidation et je pense que la tolérance zéro, ça a toujours fait partie de la préoccupation des enseignantes et des enseignants. Comment ça s'implante? C'est que les écoles avaient jusqu'au 31 décembre pour avoir des discussions dans les milieux et aussi pour soumettre au conseil d'établissement les encadrements plus particuliers qui visent chacune des écoles. Mais ce qu'on me disait tout à l'heure, justement, j'arrive d'une école, on me disait qu'en fait, c'est ni plus ni moins que d'avoir écrit tout ce qui se faisait déjà avant pour prévenir la violence et l'intimidation dans les écoles. C'est qu'on a mis ça sur papier et ensuite on a soumis aux différentes instances scolaires pour approbation. Comment vous faites pour aider les professeurs à gérer l'intimidation dans les écoles? Parce que oui, il y a un plan, oui, c'est écrit, mais concrètement, qu'est-ce qu'ils ont à faire s'ils voient qu'il y a de l'intimidation devant eux en classe? Peut-être vous dire que nous, au syndicat, c'est pas nécessairement nous qui gérons tout ça. C'est dans les écoles vraiment que c'est géré. Je vous dirais que les directions d'école, c'est vraiment les assises de tout ça, puis de viser le plus possible à ce que ce soit vraiment zéro, non toléré. Donc, c'est au niveau des codes de vie, de les faire appliquer de façon adéquate et de respecter les codes de vie des écoles. Je pense que c'est là que ça commence, puis c'est là qu'il faut que c'est qu'en fait, il faut que les codes de vie soient clairs, précis, que les parents connaissent les codes de vie, les enfants aussi surtout, les jeunes apprenants, les adolescents. Donc, c'est vraiment les assises premières. Toujours en lien avec le thème de l'intimidation, avec la montée des médias sociaux, est-ce que vous constatez qu'il y a de plus en plus d'intimidation, de cyber-intimidation? C'est certain que la cyber-intimidation fait partie prenante dans les milieux de l'éducation. Je n'ai pas de cas précis en tête. On pourrait se qualifier de chanceux, je crois, dans nos rangs, parce qu'il n'y a pas eu de situation déplorable jusqu'à maintenant. Quoique je vous dirais qu'au syndicat de l'enseignement du Grand Portage, on a été assez proactifs en ce sens que nous avons donné une formation à nos délégués sur les dangers des réseaux sociaux, entre autres de Facebook. Oui, c'est un moyen de communication efficace quand on veut donner une information. Comme pour nous, au syndicat, on est à nos premiers balbutiements d'une page Facebook, mais vraiment à titre informatif. Ça m'amène à vous parler du lien des enseignants également, parce que ça les touche quand même, ces médias sociaux-là. Comment on fait pour bien gérer une vie professionnelle et une vie personnelle
par rapport aux médias sociaux? Nous, au Grand Portage, on a été clair dans la présentation qu'on a fait. On a vraiment dit aux enseignants, c'est certain que c'est un choix personnel qu'ils ont et qu'elles ont, sauf qu'on leur a dit qu'il était préférable de ne pas être amis avec leurs élèves. On a aussi misé beaucoup sur les paramètres de confidentialité. De dire, parce qu'on sait pertinemment, selon des statistiques, que 25 des utilisateurs Facebook utilisent les paramètres de confidentialité. Donc, 75 ont une vie privée qui est publique. Quatre élèves du Collège Sainte-Anne de la Pocatière ainsi que leur enseignante en histoire, Valérie Dufour, se sont donné rendez-vous à l'Assemblée nationale du 23 au 25 janvier dernier pour assister à la 11e législature du Parlement des jeunes. Les étudiants nous parlent de leur expérience. Quel était le but de l'expérience du Parlement des jeunes? Le but, c'était de nous conscientiser aux fonctions parlementaires parce qu'on ne savait pas nécessairement tout le monde c'était quoi. Et aussi, c'était de nous faire prendre la parole. Est-ce que ça a demandé une préparation quelconque? Oui, quelques mois avant de faire l'expérience, il a fallu qu'on écrive un projet de loi, puis qu'on le peaufine, puis que les députés, il fallait qu'ils préparent un discours. Qu'est-ce que tu as appris de ton expérience? J'ai appris que ça prenait beaucoup de préparation, puis que nos députés ils travaillent vraiment fort. J'ai fait partie de la commission parlementaire. On avait écrit des amendements. Il y a 4 de mes 5 amendements qui ont été acceptés. Et aussi, on a fait le discours d'adoption finale. Moi, j'ai été députée de Pointe-aux-Trembles, puis j'ai fait un discours pour la motion, puis pour l'adoption du projet de loi numéro 1. Moi, au Parlement des jeunes, j'étais membre d'une commission parlementaire pour un des projets de loi. Puis mon but, dans le fond, c'était de changer le projet de loi pour qu'il devienne meilleur, plus beau, puis régler les problèmes qu'il y avait dedans. Puis aussi, j'ai fait un discours disant toutes les modifications qu'on avait faites durant la commission parlementaire à la fin, lors de l'adoption finale. Moi, je travaillais sur le projet de loi numéro 1 visant à limiter le nombre d'heures de travail des jeunes. Dans le fond, c'est que les jeunes secondaires ne pouvaient pas travailler plus de 20 heures par semaine à la fin, c'était 20 heures. C'était surtout pour contrer le décrochage scolaire parce qu'on pensait que le travail, c'était une des raisons pourquoi les jeunes arrêtaient d'aller à l'école. Moi, je travaillais sur le projet de loi numéro 2 qui vise à réglementer la distribution de documents publicitaires, donc les Publisac. Dans le fond, nous, notre projet de loi, c'était ça parce qu'on trouvait que ça faisait beaucoup de papier de donner des Publisac à un Publisac par semaine à toutes les personnes au Québec, presque. Donc, ils voulaient réduire ça en faisant un sondage. Donc, on disait si on voulait, par exemple, des publicités de sport, concernant l'éducation, l'économie. Mais finalement, à cause des amendements, on a tout simplement enlevé le sondage. C'est si oui ou non on voulait des Publisac parce qu'on s'est rendu compte que c'est vraiment trop compliqué de faire un sondage pour que chaque personne veuille cette publicité-là ou celle-là, il la veut pas. Je retiens surtout que malgré les différentes personnes, il y a beaucoup de points de vue qui se rapprochent et beaucoup qui diffèrent. Il faut apprendre à écouter les autres pour comprendre leur point de vue et essayer d'améliorer pour l'ensemble des jeunes du Québec. J'ai appris comment mieux parler en public, puis j'ai rencontré beaucoup de gens là-bas, puis c'était mieux, c'était le fun de comme, socialiser. Moi, j'ai appris que le processus législatif était très complexe, puis même que quand il y a une loi qu'on trouve qui est très bien puis qu'il n'y a aucun problème, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui souvent ils ont des points contre, puis qu'en fait, cette loi-là, elle passe tout simplement pas, même si on pensait qu'elle était très bonne. Est-ce que ça te pousse justement à essayer de trouver des meilleurs arguments pour faire valoir ton point? Oui, j'essayais toujours de montrer aux autres que mes points de vue étaient peut-être le meilleur, mais des fois, quand même, je me rendais compte que c'était eux qui avaient raison, puis que même en trouvant des très bons arguments, ils avaient quand même raison, puis qu'il fallait que je me range de leur côté. J'étais jamais allée au Parlement, mais quand j'ai vu les lieux, c'est vraiment les lieux qui m'ont marqué, aussi le nombre de personnes.
C'était vraiment le nombre de personnes qui étaient là pour nous aider, puis nous guider, puis qui ont organisé l'expérience. Ce qui m'a marqué, c'est d'avoir rencontré un des députés, Norbert Morin, puis aussi d'avoir vu toute la sécurité aussi, là, parce qu'à tous les matins, on devait passer dans un détecteur de métal pour entrer dans le Parlement. J'ai beaucoup aimé l'expérience de l'exercice de la démocratie, mais à l'école, j'ai d'autres intérêts. Je pense plus continuer dans le domaine de la santé. Moi aussi, j'ai vraiment aimé l'expérience, puis c'était vraiment... ça m'a permis de voir des choses que je n'avais pas vues. Mais je pense pas que c'est un domaine qui m'intéresserait parce que moi, je suis plus simple et c'est beaucoup complexe, je trouve. Moi non plus, je ne penserais pas faire une carrière en politique parce que je trouve que c'est trop complexe, puis souvent, c'est difficile de faire passer nos idées parce qu'il y a toujours les autres qui ont leurs propres idées qui veulent changer les nôtres ou encore qui trouvent qu'ils ne sont pas bonnes. Donc, je trouve que c'est un petit peu trop compliqué. Le 26 janvier dernier avait lieu à l'École polytechnique de Montréal le concours des places de l'air à Poly. Des étudiants en technologie physique du Cégep de la Pocatière en sont d'ailleurs sortis grands gagnants. Ils nous parlent de ce concours. Le concours à Polytechnique à Montréal, il s'agissait de construire une éolienne. Puis, il fallait construire les pales de l'éolienne, dans le fond, l'hélice, et aussi construire l'alternateur qui permettait de transformer l'énergie mécanique du vent en énergie électrique. Puis, dans le fond, pour le but ultime du concours, c'est de faire le maximum de tension efficace au bord d'une résistance qui était fixée sur notre alternateur. Et on avait 3 heures avec le matériel qui nous était donné sur place pour construire la meilleure éolienne possible. Donc, c'est sûr que c'était assez stressant quand même. Là. 3 heures, c'était pas beaucoup de temps. Puis, donc, on a commencé avec toutes les autres équipes, puis on a fait des plans, on a improvisé un peu, en fait. On savait beaucoup de concepts importants à cause de nos cours ici à la Pocatière. Mais rendu là-bas, il a vraiment fallu improviser, puis mettre en œuvre ce qu'on avait appris. Bien justement, qu'est-ce que vous avez appris au Cégep qui a été bénéfique pour remporter ce prix? Bien, disons que ce qui était important, puis ce qui a fait en sorte qu'on a gagné aussi, je pense, c'est qu'on avait des bonnes connaissances sur les bobines, puis le fonctionnement des champs magnétiques des aimants, donc la façon de placer nos bobines par rapport à nos aimants. Je pense que c'est vraiment ce qui nous a démarqué, puis c'est des choses qu'on a vues en détail dans nos cours. C'était directement en lien avec le concours. Parlez-nous un peu des particularités de votre éolienne. Donc, notre éolienne, ce qui la différencie des autres, c'est probablement le nombre de bobines, parce que la majorité des autres participants ont utilisé 4 bobines, alors que nous, on en a mis 8. Puis, en doublant le nombre de bobines, on double aussi la fréquence, puis on double la tension, finalement, la tension qui était mesurée pour déterminer le gagnant. Puis, il y a aussi probablement la façon dont on a disposé nos bobines, parce qu'on a fait plusieurs bobines, mais des petites, alors que beaucoup d'équipes en ont fait des grosses. Puis, grâce à ce qu'on a appris dans nos cours, on savait que les petites bobines allaient être plus efficaces, puisqu'elles allaient maximiser le champ qu'on allait récupérer nos aimants, finalement. Des grosses bobines, on savait que c'était pas vraiment nécessaire. Puis à part ça, il y a sûrement aussi les hélices, la façon qu'ils sont faites était vraiment efficace dans le vent, finalement. Là. Alors, notre éolienne tournait plus vite que la majorité des autres. Puis ça aussi, c'est un facteur important, je pense. Le mercredi 13 février prochain, un 5 à 7 aura lieu à la crêperie La Petite Note de Saint-Pascal. Le but, apprendre sur les intolérances alimentaires et les allergies. Tout cela dans un esprit de découverte. Pour réservation, c'est auprès de Julie, 88 894 36 33 ou Nathalie au 88 308 0909. Le coût est de 5 $ par personne. Groupe Coopératif d'Inaco vous invite à la visite de la meunerie de Saint-Philippe. Vous pourrez avoir de l'information sur les besoins de main-d'œuvre et la possibilité de remettre votre curriculum vitae. Informations et inscriptions auprès de Marie-Ève Dionne au 88 492 9127, poste 108 ou au cjek2@projection1635.ca. En fin de semaine dernière avait lieu la 35e édition du tournoi Pasco de Saint-Pascal. Une équipe locale s'est même rendue en finale. Il s'agit des Royaux du Kamouraska dans le Midget A. Malheureusement, ils ont perdu le match au compte de 4-1 aux mains des Prédateurs de Saint-Marc-Sainte-Anne. Également dans le Midget B, cette fois, les Sénateurs de Bellechasse ont remporté la partie au compte de 4-1 sur les Chevaliers 2 de Val-Bélair-Valcartier. Du côté de la Ligue de hockey Côte-Sud, le Placoteux, le dernier match au calendrier de la saison régulière était disputé vendredi dernier, alors que les Seigneurs de la Pocatière accueillaient les Forestiers de Saint-Pamphile. Les Seigneurs de la Pocatière n'ont fait qu'une bouchée des Forestiers en l'emportant au compte de 13-3.
Pour ce qui est maintenant de la série suicide opposant les Forestiers de Saint-Pamphile à l'Impérial de Saint-Pascal, eh bien, elle se transportait du côté de Saint-Pamphile dimanche dernier. Malheureusement, l'Impérial de Saint-Pascal a perdu la partie au compte de 4-1. La série se transporte donc du côté de Saint-Pascal samedi prochain à compter de 20h30. S'il devait y avoir un lendemain dans cette série, eh bien, la série, justement, se dirigerait vers Saint-Pamphile. Jetons maintenant un œil du côté du hockey de la Ligue junior 2A du Bas-Saint-Laurent. Les Bombardiers du Kamouraska recevaient les Lynx de Rimouski samedi dernier et les Bombardiers ont emporté la partie au compte de 6-4. On sait également qu'avec la présence de seulement 3 équipes pour clore la saison, un tournoi à la ronde où chaque équipe jouera 4 parties permettra de départager les 2 finalistes qui s'affronteront dans une série 4-7. Voici l'horaire complète des séries pour le tournoi à la ronde. Vendredi 15 février, 21h, Rimouski sera à Kamouraska. Vendredi 22 février, 21h, la Vallée viendra visiter les Bombardiers du Kamouraska à la Pocatière. Le 23 février, à 19h15, Kamouraska sera à Rimouski. Et le 2 mars, les Bombardiers visiteront la Vallée. Et finalement, du côté du club de patinage artistique de la Pocatière, lors des championnats B, section Québec Patinage Canada, se déroulant du 31 janvier au 3 février dernier à Boucherville, une patineuse s'est démarquée. Il s'agit de Laurence Dumais dans la catégorie juvénile moins de 11 ans qui a décroché la médaille de bronze. Voilà qui termine votre bulletin d'information locale et régionale InfoCam. Pour plus d'informations, des suggestions ou des commentaires, visitez notre site web au www.tvck.org. Faire part d'une nouvelle, des images ou suggestions de reportage par téléphone, le 418 492 2711, par télécopieur, le 418 492 7498, par courriel à presse@commercial-tvck.org et par Internet, le www.tvck.org. Mallette de Saint-Pascal est fière d'être associée à cette émission. Mallette, 470 Avenue Chapelot à Saint-Pascal, 418 492 3515.